nous avions dit qu'on allait commencer les généralités. Alors, l'intitulé du cours, c'est les soins infirmiers et santé de la reproduction. Comme chapitre 1, je disais que ce sont les généralités. Dans les généralités, on va commencer par parler du système de santé de la RDC. La République démocratique du Congo, sur le plan sanitaire, est organisée en pyramide de santé. Et cette pyramide comporte 3 niveaux. Nous avons le niveau central, nous avons le niveau périphérique et nous avons les niveaux intermédiaires et enfin les niveaux périphériques. On va voir quelques rôles de ces différents niveaux. Le niveau central est représenté par le ministère de la Santé publique. Le ministère de la Santé publique joue un rôle normatif. Quand on parle de normatif, ce sont les normes, la politique et un rôle de coordination et d'orientation stratégique. Je vous ai parlé de protocole, je vous ai parlé de la politique nationale de santé. Chaque pays a sa propre politique. Et la nôtre, elle est émise par le niveau central qui est représenté par le ministère de la Santé publique. Nous avons le deuxième niveau, le niveau intermédiaire. Le niveau intermédiaire est ici représenté par la division provinciale ou les divisions provinciales de la santé. Vous appelez autrement DPS. La DPS ou les divisions provinciales de la santé, quels sont les rôles qu'ils doivent jouer? Ils doivent jouer le rôle de coordination. Ils coordonnent quoi? Entre le niveau central et le niveau périphérique. Ils doivent aussi jouer un rôle de formation. Ils doivent accompagner, dans le cadre de formation, le suivi, la supervision, le monitoring, l'évaluation. Les divisions de santé servent de relais entre l'inspection de la santé et la zone de santé. Il sert de relais entre les deux niveaux. Maintenant, au niveau périphérique, le niveau périphérique ici est représenté par la zone de santé. La zone de santé n'est rien d'autre qu'une unité de base de planification sanitaire. À ce niveau, la RDC a opté pour un système de santé à 2 échelons. Nous avons 2 échelons au niveau du niveau périphérique, où nous avons le premier échelon, il est représenté par le centre de santé, le deuxième échelon représenté par l'hôpital général de référence. Alors, le système de santé publique en RDC est constitué en pyramide de santé, comme je l'ai dit, qui comprend 3 niveaux. Le premier niveau, le niveau central, représenté par le ministère de la Santé publique, avec le secrétariat général. À côté, on a 12 directions, 52 programmes nationaux, dont le Programme national de la santé de la reproduction, PNCR. Le PNCR a été créé dans l'objectif de diriger et coordonner le service de planification familiale et de sécurité maternelle du pays. Je reprends le rôle de la coordination nationale ou du Programme national de la santé de la reproduction. C'est pour diriger et la coordination des services de la planification familiale et sécurité maternelle du pays. Ça, c'est le rôle que le PNCR joue au niveau central. Ici, nous avons voulu recadrer les choses comme nous sommes en santé de la reproduction. Alors, le niveau intermédiaire, il est représenté par l'inspection provinciale de la santé et les districts sanitaires. Ici, le district sanitaire a été englobé dans ce qu'on appelle la division sanitaire ou la DPS, division provinciale de la santé. Alors, à côté, nous avons le niveau opérationnel. Le niveau opérationnel, ça revient au même du niveau périphérique. Quand je parlais du niveau périphérique, c'est la même chose. Alors, comme c'est la même chose, le niveau opérationnel, nous avions dit qu'il est représenté par la zone de santé. Alors, en République démocratique
du Congo, nous avons 515 zones de santé au total, dont 35 se retrouvent dans la province-ville de Kinshasa, avec un hôpital général de référence par zone de santé et les centres de santé offrant le soin, offrant les services de santé intégrés pour la population locale. Alors, le Katanga, le Haut-Katanga, à lui seul, le Grand Katanga, au départ, comportait 67 zones de santé, mais actuellement, comme avec la balkanisation, on avait subdivisé le Grand Katanga en 4 provinces. Nous avons le Haut-Katanga, nous avons le Tanganyika, nous avons le Lualaba, et puis nous avons le Olomani. Alors, le Haut-Katanga comporte 11 zones de santé pour la ville de Lubumbashi. 11 zones de santé. Parmi les 11, on a 8 qui sont des zones de santé ordinaires. Nous avons 9 qui sont des zones de santé ordinaires et 2 qui sont des zones de santé spéciaux. Alors, il y a à côté, je vous ai dit que notre programme national de santé de la reproduction, il se trouve au niveau national parmi les 52 programmes. Alors, il subit aussi un arbre organique au système de santé. Vous avez les secrétariats et quelques services selon les directions qui vous est données sur cette diapositive. On va voir quelques stratégies sanitaires selon le ministère de la Santé depuis 2006. Les stratégies sanitaires en rapport avec le soin de santé primaire. Alors, on va entamer le soin de santé primaire. Selon la conférence internationale d'Al-Mahata, qui nous a donné la définition de soins de santé primaire. Ici, on nous définit le soin de santé primaire comme étant de soins de santé essentiels fondés sur les méthodes et des techniques pratiques. Ces techniques doivent être scientifiquement valables, socialement acceptables. Scientifiquement valables, on insiste dessus. De préférence, il faut même souligner. Ce n'est pas basé sur n'importe quel geste. C'est basé sur les méthodes et les techniques pratiques qui sont scientifiquement valables. Donc la science doit décider sur quelles sont les techniques qu'un infirmier, par exemple, doit pratiquer lorsqu'elle reçoit une femme avec des contractions au niveau de la salle technique. Donc, il y a des gestes qui sont scientifiquement valables et socialement acceptables. Il y a des gestes que la société ne peut pas accepter. Nous avons par exemple les patients qui arrivent quand vous recevez une femme et vous voyez vous examiner après un examen gynécologique, vous dites que la présentation de l'enfant est transversale. Quand la présentation est transversale, vous n'allez pas tout de suite commencer à dire à la maman de pousser. Vous n'allez pas y arriver. Et dans ce cas, on vous recommande que vous puissiez préparer le malade à accepter une césarienne. Elle doit accepter. Alors, ici, la technique à appliquer ou les techniques appliquées dans le cas de soins de santé primaire doivent être socialement acceptables. La société doit les accepter. Vous n'allez pas vous permettre, vous prenez un couteau, vous coupez, vous dites non, moi je peux même couper avec un couteau pour intervenir parce que l'enfant est en train de mourir. Non, vous n'allez pas faire une chose pareille. Alors, ces pratiques qui doivent être scientifiquement valables, socialement acceptables, ils ont été rendus universellement accessibles. Ce n'est pas que vous les appliquerez seulement en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, non. Ce sont des choses qui sont validées partout. Si tu quittes Lubumbashi, tu vas à Kolwezi, tu dois les appliquer. Si tu quittes Kolwezi, tu vas à Musumbaraba, dans le fin fond de Kolwezi, tu dois appliquer. Si tu quittes là, tu vas à Dilol, tu vas appliquer. Si tu quittes, tu vas à Mbujimai, tu dois les appliquer. Tu quittes, tu vas au Bas-Congo, tu dois les appliquer. Tu quittes la RDC, tu vas au Maroc, ça doit être appliqué et accessible à tous les individus.
et à toutes les familles de la communauté avec leur pleine participation. La population doit participer aux soins de santé primaire. Ça, c'est la définition qu'on nous a donnée. Avec leur pleine participation, à un coût que la communauté et le pays puissent assumer dans un esprit d'auto-responsabilité et d'autodétermination. C'est très important, vous allez voir la dernière partie, on parle du coût que la communauté et le pays doivent assumer. Mais vous allez vous rendre compte vous-même, par l'observation déjà à travers la définition, si les soins de santé primaires sont-ils appliqués chez nous? Est-ce que ça coûte moins cher? Est-ce que c'est abordable? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que les gens les abordent avec un esprit d'autoresponsabilité ou d'autodétermination? Ça va se savoir. Alors, on va voir quelques composantes de ces soins de santé primaire, SSP. Vous le connaissez déjà. La première composante, c'est l'éducation pour la santé. L'éducation concernant le problème de santé qui se pose, ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables. C'est ça la première composante. L'éducation concernant le problème de santé qui se pose, ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables. Vous donnez l'éducation sanitaire, c'est pour la prévention et pour la lutte. Deuxième composante de soins de santé primaire, c'est la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles. Vous le connaissez déjà. Alors, il faut faire cette promotion de bonnes conditions alimentaires. Quoi manger, quand et où et à quel âge? Est-ce que vous pensez chez un adulte de 50 ans, si on doit faire la supplémentation en lait, c'est important? Ce n'est pas important. Ce n'est pas important vu son âge. Quelle est l'alimentation auquel il doit être soumis? Ça, c'est à vous, en tant que personnel, de lui donner une réponse. Troisième composante, c'est l'approvisionnement suffisant en eau saine et les mesures d'assainissement des bases. L'eau potable, c'est un problème. On nous parle de Covid-19. Nous avons, c'est parmi les mesures barrières, il faut se laver régulièrement les mains, c'est désinfecter les mains. Comment on va le faire si on n'a pas un accès à l'eau? Alors, pour pallier à cela, on nous demande toujours d'être munis de notre gel hydroalcoolique. Donc, notre solution nous accompagne pour que nous puissions au moins désinfecter les mains. Donc, si on approvisionne en eau potable, les gens vont prendre. L'eau potable ne va pas être source de maladies. Et les mesures d'assainissement des bases. Les mesures d'assainissement des bases. Déboucher les canaux. Vous prenez l'eau, vous avez préparé, vous allez renverser les restes des aliments sur la voie publique. Ce n'est pas acceptable. Parmi les mesures d'assainissement de base, c'est aussi rendre notre environnement propre. Vous avez autour de votre maison les herbes qui vous entourent, les moustiques vous piquent chaque soir. Non, vous devez être en mesure d'assainir le milieu. Ça fait partie des mesures d'assainissement des bases. Quatrième composante, la protection maternelle et infantile, y compris la planification familiale. La quatrième composante, on doit protéger la maman et l'enfant. On y ajoute aussi l'aspect de planification familiale. À côté de cela, nous avons la vaccination contre les grandes maladies infectieuses. C'est la cinquième composante. Sixième composante, c'est la prévention, le contrôle des endémies locales. Prévention et contrôle des endémies locales. Quand on parle de contrôle, c'est en quelque sorte aussi la surveillance. On peut dire aussi la surveillance des endémies locales. Parce que quand on le contrôle, on doit savoir à quel moment on a un doublement de cas, à quel moment il y a eu beaucoup de gens qui ont été atteints. Donc, ça fait partie des stratégies de surveillance. C'était 4, 5, 6. Septième composante, c'est le traitement des maladies et des lésions courantes. Ça. Huitième composante, c'est la fourniture en médicaments essentiels. C'est quoi qu'on appelle les médicaments essentiels? C'est un médicament qui nous permet de résoudre un problème de base en urgence et
vous allez chercher la liste des médicaments essentiels pour la République démocratique du Congo. C'est très important. Cherchez-les. Je vous poserai une question la prochaine fois. Alors, à côté de ces 8 composantes sont universelles. La République démocratique du Congo en a ajouté d'autres. C'est entre autres, il a ajouté 3 composantes, vous le savez. Le management de soins de santé primaire. Deuxièmement, la formation continue du personnel. Dans l'auditoire, on a des gens, vous travaillez déjà, vous êtes infirmier, chef, vous êtes ceci, vous travaillez dans un programme spécifique, mais vous voilà aujourd'hui dans cet auditoire pour suivre le cours. Donc, quelque part, vous voulez continuer la formation en tant que personnel. C'est très important. Dans le cas de la santé de la reproduction, on veut que les gens actuellement puissent améliorer leur niveau de formation. Dernière composante que la RDC avait ajoutée, c'est la prise en charge de problèmes de santé mentale. Ici, c'est à cause du fait que la délinquance juvénile a augmenté sensiblement dans la ville de Lubumbashi. Et à côté, nous avons aussi l'alcoolisme. Donc, il n'y a pas une prise en charge de la santé mentale. Beaucoup de gens ont des problèmes de santé mentale que de santé biologique, comme on peut le dire. Alors, la RDC avait ajouté ces 3 composantes pour faire face à cette exigence. Alors, on va parler des objectifs du développement durable, que vous appelez autrement les ODD. Objectifs du développement durable. Ces objectifs, comme je l'ai dit à mon introduction, ils font suivre les objectifs du millénaire pour le développement. Là, dans les objectifs pour le millénaire de développement, nous avions quelques objectifs qui étaient en rapport avec la santé de la reproduction. Les ODD, nous les avons 17. Dans ces 17, je vous ai dit que nous avons au moins 4 qui nous intéressent. Mais je vais les lire. Je cite. Objectif 1. Lutter contre la pauvreté. Une femme pauvre, elle n'accédera pas aux soins de santé primaire. Une femme pauvre ne va pas se rendre au service de CPN pour le soin de santé. Objectif 2, lutte contre la faim. N'est-ce pas, on dit en français, ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, parmi ces objectifs, on doit lutter contre la faim. Pour lutter contre la faim, que faut-il? Il faut conseiller les gens qui retournent à l'agriculture. Il faut travailler, il faut cultiver le champ, il faut faire le champ, faire l'agriculture. Ça va nous permettre de lutter contre la faim. À côté, nous avons l'accès à la santé. Accès à la santé, l'objectif 3. Objectif 4, accès à une éducation de qualité. Ça ne sert à rien d'éduquer, de former les gens. Les gens peuvent venir, tel que vous êtes là, vous cherchez juste les diplômes. Après, vous êtes partis sans que nous, en tant qu'enseignants, qu'on se soucie de la qualité de l'enseignement. Ici, on en profite pour remercier les autorités de l'Institut supérieur des techniques médicales, l'ISTEM, toute l'équipe des comités de gestion, parce qu'ils nous ont permis d'accéder à un enseignement de qualité qui rentre dans cet objectif, accès à une éducation de qualité. Malgré Covid-19, on a décidé quand même d'organiser les enseignements. C'est une très bonne chose. 5e objectif, égalité entre les sexes. On ne peut pas dire seulement que l'homme est au-dessus de la femme, l'homme est supérieur à la femme, alors que les deux, ils ont des tâches qui ne sont pas spécifiques, mais qui peuvent être complétées. On doit arriver à ce que les deux sexes puissent être traités de manière égale. Il y a des familles où on privilégie les hommes et au détriment des femmes. Ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une chose à encourager. Les enfants doivent être traités, quel que soit le sexe, de la même façon. 6e objectif, accès à l'eau salubre et à l'assainissement.
Vous allez voir quelqu'un à la Katouba là-bas, il prépare son foufou, il termine, il reste sa casserole, il va jeter les restes des repas sur la voie publique pendant que les gens sont en train de passer. Et comment il va assainir? Et après quelques temps, plus les voitures passent, la route commence à se dégrader. Vous allez voir la maman qui crie que les autorités puissent nous venir en aide. C'est bien beau, mais il faut commencer par mettre la propreté au niveau de nos ménages et se gêner. Avoir juste la poubelle dans laquelle vous pouvez mettre les déchets. 7e objectif, recours aux énergies renouvelables. Nous sommes en train d'enseigner en ligne. Et au départ, vous vous êtes posé des questions, non, on ne saura pas étudier, ça sera très difficile, parce que le courant, il faut charger le téléphone. Oui, nous sommes tous confrontés à ce problème lié à l'énergie. Mais on nous encourage à avoir les énergies renouvelables. Les panneaux solaires, il faut charger. Il faut charger les documents. On peut avoir, si on manque l'énergie électrique, de la SNEL, mais on a quand même les énergies renouvelables. Ça va nous permettre d'avancer, d'étudier, de travailler normalement. 8e composante, accès à des emplois décents. Vous allez terminer les études, après on va vous trouver, vous allez devenir cambiste. Vous allez devenir cambiste, vous allez être quelqu'un qui fabrique, un fabricant de briques. Vous allez aller dans les magasins, dans les supermarchés, un licencié en Asie en train de travailler. Non, vous devez avoir un accès à des emplois décents qui correspondent au profil au moins de votre formation. C'est une très bonne chose d'avoir, qu'on milite à ce qu'on puisse atteindre cet objectif. L'objectif 9, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. On doit avoir une infrastructure résiliente, capable de ne pas être à la base des maladies. Par exemple, on peut remercier l'AICAP ou l'AIAP. Et l'AIAP, je ne sais pas, dans leur continuité du travail, pour les bâtiments, la salle qu'ils nous ont donnée, c'est très bien. Donc, ils nous ont encouragés. Vous voyez, ils ont posé des conteneurs qu'ils ont améliorés. Ça fait partie des infrastructures résilientes qui ne sont pas à la base de problèmes de santé. Et c'est un peu de l'innovation au lieu de construire avec des briques, des trucs compliqués. Non, il faut de l'eau, il faut les ciments, il faut ceci. Non, on peut innover. On encourage ces trucs de choses. 10e objectif, la réduction des inégalités. On doit réduire les inégalités entre le peuple. Je ne vais pas parler de la politique, mais je voulais juste vous donner un exemple. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt le procès 100 jours. Il y a beaucoup d'inégalités. On sait, il y a des gens qui jouent avec l'argent de la caisse publique. Il y a des gens qui reçoivent un salaire qui va au-delà. Vous allez terminer. Et les infirmiers, vous avez quelle prime de risque? Est-ce que ça correspond vraiment? Ce sont des inégalités sur base desquelles on doit lutter. On doit arriver à réduire ces inégalités. En RDC, c'est le seul pays où on trouve les peuples très très pauvres et les peuples très riches. Là-bas, la population du milieu, en fait, qui ont un niveau économique moyen, n'existe pas. C'est pas normal. C'est pas normal. On doit les avoir. On doit les avoir. Objectif 11, les villes et les communautés durables. On doit avoir une ville et une communauté qui peut durer. 12e objectif, consommation et production responsable. On commence par la consommation et on fait suivre la production responsable. Vous voulez consommer? Consommez, produisez localement. Oui, vous allez atteindre cet objectif. Objectif 13, lutter contre les changements climatiques. Pour ceux qui sont attentifs au climat,
pendant ces derniers temps, vous avez tendance à sentir qu'il y a trop de chaleur. À un moment donné, la nuit, il fait chaud, très chaud. Et autour de 4 heures, 3 heures du matin, il fait très froid. Nous sommes en train de subir les effets du changement climatique. On doit lutter contre le changement climatique. C'est très important. 14e objectif, la vie aquatique. 15e, nous avons la vie terrestre. 16e objectif, la justice et la paix. Et 17e objectif, le partenariat pour la réalisation des objectifs. Vous allez voir que tous ces objectifs, les 17 objectifs que je viens de citer, ils doivent être en partenariat avec les objectifs que vous êtes assignés pour la santé. Et vous allez vous rendre compte, ça c'est lié. Pour avoir une meilleure vie aquatique, cela aussi dépend de la vie terrestre. Cela aussi dépend de la réduction des inégalités. Et on peut ainsi voir l'importance de ces objectifs du développement durable sur la santé de la reproduction. Alors, comme stratégie, on veut promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Les femmes doivent être autonomes. Par autonomie, c'est la capacité à prendre une décision. Je donne un exemple. Il y a des communautés où la femme ne peut pas décider sans l'avis de son mari. Si elle ose le faire, ça peut lui coûter même un divorce. Alors, comme des sous-objectifs dans ce cadre, c'est éliminer les disparités entre les sexes, d'abord dans l'enseignement primaire et secondaire. Ici, d'ici 2030. Si possible, à tous les niveaux de l'enseignement, au plus tard 2030, on doit limiter, donc lutter contre les disparités. C'est seulement les garçons qui étudient, les femmes n'étudient pas. Vous allez lire, il y a un rapport que l'UNFPA, donc comment on appelle ça encore autrement, les États-Unis, non en fait, c'est quoi encore qu'on appelle, les États-Unis, non, les États-Unis, le partenariat avec le... Non, si je me rappelle, l'UNFPA a publié quelque chose en rapport avec la scolarité des jeunes filles. Les jeunes filles, il arrive que la majorité de jeunes filles s'absentent au cours pendant leur période de menstruation, pendant les dysménorrhées. Donc à cause des dysménorrhées, les jeunes filles ne savent pas accéder dans les auditoires. Tu vois, elle va s'absenter 2 ou 3 fois. Ils ont publié même un rapport sur la qualité de leurs résultats qu'elles produisent. Si la jeune fille doit s'absenter sur une semaine, si ses règles commencent le début de la semaine tel que le lundi, donc en moyenne c'est 4 jours ou 5 jours, donc toute la semaine elle va s'absenter. Si par exemple le cours que je suis en train de donner fait une semaine, donc cette étudiante là ou cette jeune fille ne va pas suivre le cours avec moi et par ricochet vous allez voir que ce sera une personne qui va manquer les matières qui sont très très importantes. Alors vous allez voir le rapport entre filles et garçons en primaire et supérieur est égal à 0,74. Le taux d'alphabétisation des femmes entre 15 et 24 ans et sur les hommes, c'est 0,84. Donc on trouve 0 femmes pour 84 hommes qui étudient. C'est pas bien. Il y a la proportion des femmes salariées dans les secteurs non agricoles, tels que nous avons les partenaires, nous avons des programmes spécifiques où les femmes travaillent. Mais vous voyez, la proportion des salariés des femmes non agricoles, c'est 34,5%. Dans les Katanga, ça nous faisait à l'époque, en 2015, c'est 33,3% des femmes et 55, contre 55,8% des hommes. C'est quand même inégal. Ça, ce sont les résultats du niveau actuel. Quand on a parlé de l'objectif
des sous-objectifs qui nous permettaient de réduire de 2/3 le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Ceci, ça posait beaucoup de problèmes en République démocratique du Congo, on a vu. Le premier problème, le taux de mortalité chez les enfants de 5 ans était de 148 pour 1000. Ici, l'indicateur mortalité est calculé en pour 1000 au lieu de pourcent parce que c'est un événement qui est rare. Alors, pour donner un peu de signification aux chiffres trouvés, on décide d'en parler, on décide qu'on le calcule en pour 1000 comme une constante. Et le Katanga, ça nous présente 154 pour 1000. Ça varie entre 148 et 154 pour 1000. La proportion des enfants d'un an vaccinés, tous, et les hommes et les femmes, ça fait 35,8. Et dans le Katanga, ça c'est pour la République démocratique du Congo, dans le Katanga c'est 25%. Le taux de mortalité infantile est de 92 pour 1000. Et le Katanga c'est 94 pour 1000. Alors, on vise l'amélioration de la santé maternelle. Pour qu'on arrive à améliorer la santé maternelle, les sous-objectifs, c'était de réduire de 3/4 le taux de mortalité maternelle. Or, le taux de mortalité maternelle actuellement est de 130 pour 100 000 naissances vivantes. On voulait atteindre l'accès universel aux produits de santé en matière de production de la procréation d'ici 2015. Ça, c'était dans les objectifs du millénaire pour le développement. Et on a la proportion d'accouchement assisté par un personnel qualifié qui est de 74 pour l'ensemble de la République démocratique du Congo et 70 pour le Grand Katanga. Pour le Haut Katanga, on va voir si on disponibilise les données, on va actualiser. Et dans l'autre sous-objectif, avoir enrayé la propagation du VIH, avoir commencé à inverser les tendances actuelles. Quelles sont les tendances actuelles? Vous avez le taux d'utilisation de préservatifs par rapport à la prévalence contraceptive. La prévalence contraceptive, elle a été de 17,2%. L'usage de préservatifs chez les hommes, il est de 26,6% et chez les femmes, 17% seulement. Et le Grand Katanga, la contraceptive est de 3,3%. C'est très faible. La population de 15 à 24 ans, qui a une bonne croissance générale sur le VIH, 20,7 chez les hommes et 15,1 chez les femmes. Vous voyez déjà les inégalités qu'il y a entre les deux sexes. Nous avons la prévalence contraceptive qui est de 20,6%. La scolarisation orphelin chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, 0,82 et 0,72 chez les femmes. On va passer, vous venez de voir les petites statistiques qui nous permettent de voir les différents problèmes qui accompagnent la santé de la reproduction. Maintenant, on va voir les concepts de la santé de la reproduction. Concept de la santé de la reproduction. Alors, dans ces concepts, on va devoir commencer par une définition. C'est quoi la santé de la reproduction? Et avant d'entamer cette définition de la santé de la reproduction, je pose toujours la question, c'est quoi la santé? Alors, comme vous connaissez la définition de la santé, je vais donner maintenant, moi, la définition de la santé de la reproduction. La santé de la reproduction, c'est un état de bien-être général, tant physique que mental et social, de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctionnements, son fonctionnement, ses fonctions, et non pas seulement l'absence de maladies ou d'infirmités. Pour ceux qui connaissent déjà la définition de la santé selon l'OMS, ils savent se retrouver.
Donc ça nous donne cette définition. Un état de bien-être général et physique que mental et social de la personne humaine. Ici, on insiste la personne humaine parce qu'il y a aussi la santé de la reproduction animale. Ils ont aussi leur définition. Ça, il faut voir avec les vétérinaires. Ils vont vous donner leur définition. Ici, pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement. Alors, cela suppose, si je dois définir la santé de la reproduction, ceci suppose que toute personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité. C'est ça la définition de la santé de la reproduction. Nous étions en train de parler de quoi dépendait la définition de la santé de la reproduction. Nous avons dit, il dépend, cela supposait que toute personne, cette définition est valable pour une personne qui doit mener une vie sexuelle satisfaisante et en toute sécurité. La personne doit être satisfaite de sa vie sexuelle et ça doit se passer en sécurité. Il doit être capable de procréer et libre de le faire en toute liberté et aussi souvent qu'elle les désire. C'est ça par définition la santé de la reproduction. Donc il y a ces deux éléments qui accompagnent. Alors, cette définition, elle implique que, cette liberté implique que l'homme et la femme puissent avoir un certain nombre de conditions auxquelles ils doivent remplir. Première condition, ils ont le droit d'être informés. La femme et l'homme doivent être informés pour ce qui concerne la santé de la reproduction. Si une femme arrive à dire non, à l'hôpital on m'a dit que je suis stérile, on doit lui informer en quoi consiste sa stérilité. Si on doit dire qu'un homme est stérile, on doit lui dire en quoi concerne sa stérilité. Deuxièmement, ils ont le droit d'utiliser la méthode de planification familiale de leur choix. S'ils veulent les préservatifs, ils vont l'utiliser. S'ils veulent les contraceptifs oraux, ils vont prendre. S'ils veulent les contraceptifs injectables, c'est leur choix. Et qu'il soit une méthode sûre. Ils doivent se rassurer avant de faire un choix sur une méthode spécifique. Et cette méthode doit être efficace, abordable et accessible. Il ne faut pas qu'il commence l'usage d'un préservatif. Il a apprécié le nom, il a apprécié l'usage. Après un temps, ce n'est pas efficace. Et puis, il ne sait pas acheter parce qu'un préservatif lui coûte, par exemple, 10 000 francs ou 5 000. Il ne va plus l'acheter. Et ce prix doit être accepté, donc acceptable. Cette liberté implique aussi qu'ils ont le droit d'accéder à des services de santé qui permettent aux femmes de mener à bien leur grossesse et accouchement et qui donnent au couple toutes les chances d'avoir un enfant en bonne santé. C'est ça la liberté. Vous êtes libre, oui. Mais là que votre liberté s'arrête, la liberté d'une autre personne commence. Alors en santé de la reproduction, il y a ces principes qui sont appliqués. Alors on va voir un peu, c'est un peu d'histoire, l'historique, vous allez les lire. Au niveau international, il y a eu l'histoire, on présente l'historique, comment la santé de la reproduction a-t-elle évolué selon le fil de temps. La première conférence sur le problème de population a été centrée sur la sensibilisation et il y a eu à cette époque, en 1974, la naissance des associations et des programmes de bien-être familial. Les gens, peut-être qu'il y a des gens qui comprennent de quoi je parle. Au ministère de la Santé, à la division, vous allez trouver qu'on parle de l'ABF, Association de bien-être familial. En tout cas, à l'époque, nous étions des enfants, je dis bien à l'école maternelle,
cette association existait. Donc, c'est là que moi, j'ai eu à lire pour la première fois. J'étais à l'école maternelle et quelqu'un m'a accompagné là-bas. Je voyais comment ils ont commencé à travailler. En 1978, à Alma-Ata, on a introduit des termes tels que santé maternelle et infantile, planification familiale. Vous voyez que ça a évolué en fonction du temps. En 1984, il y a eu la deuxième conférence sur la population. Celle-ci s'est tenue à Mexique. Le point de départ du développement de programmes de planification familiale était les conclusions les plus éminentes de cette conférence. Et puis, il y a eu une conférence en 1989, conférence de Niamey, sur la mortalité maternelle, la maternité à moindre risque et la maternité sans risque. Ici, on a fait le lien entre les planifications familiales. Quand vous trouvez PF, c'est planification familiale, et la mortalité maternelle ainsi qu'infantile. Il y a eu la conférence internationale sur la population et le développement au Caire, en Égypte, où on a parlé de la notion de la santé de la reproduction. Ici, on a soulevé les points sur la santé des jeunes et des adolescents, santé des hommes, et on a abordé pour la première fois l'approche genre. Il y a des gens qui entendent, on parle du genre. Sous les offres, on veut que les gens soient respectés. Les gens doivent être respectés. Donc, c'est dans ce cadre-là. En 1972, il y a eu l'ordonnance loi sur la nécessité de l'application des naissances désirables. Avant qu'on arrive au service de planification familiale, on a commencé à parler des naissances désirables. Ici, ça a été discuté longuement pour dire est-ce qu'une naissance est désirée? Il y a eu des gens, non, une femme qui a conçu, elle a un bébé de 3 mois, elle se retrouve qu'elle est enceinte, donc c'est une grossesse qu'elle n'a pas désirée, mais elle doit être conséquente que quand je dois réaliser ou commettre les relations sexuelles et qu'elle ne contrôle pas ses périodes de fertilité, elle doit s'attendre à avoir une grossesse. Et là, parler des désirables, c'est un peu discutable, mais ça a été adopté dans ce sens-là et nous les avons acceptés. Il y a eu création en 1992 du programme national de naissance désirable. Au niveau national, il y a eu l'élaboration du document de politique, le plan directeur et de développement cadre organique et les normes de santé de la reproduction en République démocratique du Congo. En 2001, il y a eu la création du programme national de santé de la reproduction, le PNCR, avec le 11 bureaux de coordination en province. Alors, quelles sont les composantes de la santé de la reproduction? Première composante de la santé de la reproduction, la maternité à moindre risque. Dans la maternité à moindre risque, nous avons les soins périnatales, l'accouchement sans risque, les soins essentiels en cas de complications obstétricales, le soin au nouveau-né, les soins en post-natal et l'allaitement maternel. C'est ça les paquets de services qui doivent être surveillés pour la première composante, ou la composante 1 de santé de la reproduction. Deuxième composante, c'est l'information et les services en matière de planification familiale. C'est très important. Troisième composante, la prévention et la prise en charge de la stérilité et les dysfonctionnements sexuels, tant chez les hommes que chez les femmes. On ne prend pas en charge seulement la stérilité de la femme au programme national de santé de la reproduction, même celui de l'homme, et ainsi que même les dysfonctionnements. Ça fait partie des composantes de soins. Quatrième composante, la prévention et la prise en charge des complications liées aux avortements. Le PNCR a ça sous ses rôles. Il doit jouer le rôle de prévention et de prise en charge des cas de complications liées aux avortements. Cinquième composante, l'information des hommes en vue de leur implication dans la santé de la reproduction et leur co-responsabilisation pour améliorer le rôle et le statut de la femme. On va impliquer l'homme dans la santé de la reproduction ici pour qu'il sente qu'il est... Parce que la grossesse
pas seulement de la femme. Elle vient aussi du moment, du fait qu'il y a union entre le produit de l'homme et le produit de la femme. C'est là le début de la grossesse. Et si l'homme s'implique dans cela, vous allez voir dans le couple où l'homme se soucie de la santé de sa femme pendant sa grossesse. Je ne parle pas de caprice de la femme. Je parle de ses soucis de la santé de cette femme. Ils n'ont pas beaucoup de problèmes au début. Même si la femme fait de caprice, l'homme comprend et dit non, mais si c'est un risque, il doit soutenir sa femme. Sixième composante, la prévention, la prise en charge des infections génitales, notamment les infections sexuellement transmissibles. Le PNCR s'en occupe, y compris les IST, les infections à VIH et du syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA. Ça, c'est la sixième composante. Septième composante, la septième composante, la promotion d'un développement sexuel sain à partir de la préadolescence. Des rapports sexuels sans danger et responsables durant la période de la vie et de l'égalité entre le sexe. Ça, c'est la septième composante. Huitième composante, l'élimination des pratiques néfastes telles que la mutilation sexuelle féminine. On va les voir plus loin. Le mariage précoce. On doit lutter contre ces pratiques. La violence au foyer et la violence sexuelle à l'encontre des femmes. L'autre composante, la neuvième, la prise en charge des états non infectieux de l'appareil génital, tels que les cas de fistules génitales, le cancer du col de l'utérus, les complications de mutilation sexuelle féminine et les problèmes de santé de la reproduction associés à la ménopause ou à l'andropause. Ce sont là les 9 composantes liées à la santé de la reproduction. On va parler de la politique nationale en santé de la reproduction à la République démocratique du Congo. Quel est son rôle ou quel est le rôle qui poursuit la santé de la reproduction en République démocratique du Congo? Le premier rôle, la santé de la reproduction vise le bien-être en général. Le bien-être doit être physique, mental et social des hommes et des femmes. Pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement tout au long du cycle de la vie. C'est très important. Et elle cherche quoi? La recherche de ce bien-être passe par la prévention des maladies qui peuvent affecter la reproduction humaine. Il y a des maladies qui affectent les infections qu'on a souffert quand on était jeune. Ça paye cash quand on est à l'âge adulte et les gens ne savent plus avoir des enfants, on commence à chercher des sorciers dans les familles. C'est très important. La promotion d'une sexualité harmonieuse et d'une parenté responsable. Il faut être un parent responsable. Tu as engrossé une femme, accepte de supporter cette grossesse jusqu'à la fin. Tu as eu un enfant, accepte de prendre soin de cet enfant. Et la recherche de ce bien-être passe aussi par la prise en charge des maladies, des anomalies, les dysfonctionnements pouvant affecter la sexualité et la santé de la reproduction. Et enfin, elle cherche quoi? Ce bien-être, la réhabilitation des infirmités et des dysfonctionnements sexuels. Il y a des gens qui naissent avec des infirmités, mais ça nécessite que l'on puisse le corriger. Et quand on le corrige, on va viser le bien-être en général de la population. Il y a des principes de la politique de la santé de la reproduction. Premier principe, nous venons de parler de la parenté, de l'autre côté responsable. C'est un principe numéro 1 de la politique de la santé de la reproduction. La parenté responsable. Les parents doivent être responsables. Deuxièmement, la liberté de choix individuel. Quelqu'un peut choisir soi-même d'utiliser une méthode contraceptive quelconque, soit en couple ou au sein des familles. Le choix doit être éclairé et informé sur la stabilité de la génération actuelle et l'évolution vers les générations futures en bonne santé.
ça doit être discuté. Ce sont les deux principes de la politique de santé de la reproduction. Quels sont les principaux problèmes de santé de la reproduction en rapport avec la maternité à moindre risque? Nous allons les prendre en fonction des nouveau-nés. Les nouveau-nés à la naissance, il y a un problème lié à la mortalité néonatale élevée. Il y a la mortalité périnatale élevée, l'insuffisance pondérale, l'enfant né d'une grossesse de 38 semaines, 39 semaines, mais avec un faible poids de naissance. Il y a le problème lié à la transmission VIH. La mère avec le VIH le transmet chez son enfant. À l'enfance, donc chez l'enfant, nous avons aussi des problèmes. Chez les enfants de moins de 5 ans, par exemple, à l'âge préscolaire, il y a la mortalité infantile élevée. L'allaitement exclusif, c'est seulement pour les 3 premiers mois. Pour certains villages, quand vous passez, même ici en ville à Lubumbashi, les parents ne respectent pas l'allaitement maternel exclusif. À 3 mois déjà, ils commencent à donner à manger. Nous avons un problème qui est lié à la faible couverture vaccinale. Les enfants ne sont pas complètement vaccinés. Alors, chez les enfants de 5 à 14 ans, nous avons un problème lié à la sexualité précoce. Les jeunes gens commencent à la sexualité précocement et ils sont confrontés à des problèmes liés à l'infection sexuellement transmissible et au VIH. Et par ricochet, vous allez voir qu'il y a beaucoup maintenant d'enfants de la rue et les viols qui augmentent. Il y a un problème lié aux mutilations sexuelles féminines. Ce sont les problèmes qui attaquent nos enfants. Les problèmes de l'adolescence, les manques d'informations sur la santé de la reproduction. Les jeunes ne sont pas informés. Il y a les avortements provoqués. Il y a les mariages précoces. Ils entrent précocement, le développement des organes ne sont pas encore matures. Alors il fait que la femme arrive au moment de l'accouchement. Ce sont les fistules, beaucoup de problèmes qui se créent. Nous avons des problèmes liés aux infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, l'inégalité de sexe, aux services de santé, donc l'éducation, la morbidité liée à la grossesse et aux avortements provoqués. Elle est tombée malade, permet qu'elle ait encore enfant, il y a des maladies qui s'en suivent. Soit elle a tenté de faire des avortements, ça complique l'état de santé. Nous avons aussi des problèmes qui sont liés pendant la période de la reproduction. La mortalité maternelle, la morbidité maternelle élevée, les violences en raison du sexe, les pratiques traditionnelles nocives, la stérilité féminine et masculine, le faible prévalence en contraception, inférieure à 10%, les problèmes liés au VIH et aux infections sexuellement transmissibles. À côté, nous avons enfin les problèmes qui sont liés aux personnes de 3e âge. Chez les femmes, par exemple, vous avez les troubles de comportement. On peut avoir les prolapsus utérins. On peut avoir le cancer de l'appareil génital ou du sein. On peut avoir l'ostéoporose. Chez les hommes, on peut avoir les morbidités élevées, les maladies élevées, les troubles de comportement, les tumeurs de prostate et l'andropause. Je pense avec ces éléments, comme c'est une introduction, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons préféré commencer à introduire et commencer cette partie. Je dis et je vous remercie. Nous allons devoir continuer la prochaine fois ce cours. J'attendrai vos questions. À la prochaine. Merci.